Professeur Didier Raoult, quelles sont les leçons que l'on peut tirer de l'observation des malades et de la thérapeutique du Covid-19? Bien, sur la première partie, je pense qu'il y a eu une erreur très importante qui a été commise dans tous les pays développés. Ne connaissant pas le Covid-19, les ministères, les administratifs, l'OMS a pris comme modèle la grippe, en particulier le plan grippe du CDC de 2017. Et c'est une erreur fondamentale. Et c'est l'erreur des gens qui ne connaissent pas les maladies infectieuses et les nouvelles maladies infectieuses. Donc, ce qui montre bien qu'il y avait un déficit vraiment important en termes de conseils et de réflexion, parce que c'est pas comme ça. Voilà. Chaque maladie nouvelle est différente. Et donc, il faut commencer par l'observer pour voir ce qu'il faut faire. Les stratégies que l'on base sans avoir eu le temps d'observer les choses sont fausses. Et il y a là au moins 4 différences majeures qui ont expliqué un grand nombre d'erreurs qui ont été réalisées et qui ont expliqué qu'il y a une variation considérable de la mortalité entre un endroit et un autre en fonction du fait qu'on a traité cette maladie comme une maladie nouvelle que l'on ne connaissait pas, qu'il fallait examiner, traiter, prendre en charge, ou qu'on a considéré que ça allait être comme la grippe, et on a tiré de la grippe des arguments pour une prise en charge dirigée non plus par les médecins, mais par les autorités. Ce qu'il y avait de radicalement différent dans cette maladie, c'est que le signe le plus spécifique n'a pas fait du tout partie des signes que l'on recherchait au départ, c'est la perte du goût et de l'odorat. Maintenant, on sait qu'il y a 60% des gens qui perdent le goût ou l'odorat pendant cette maladie. Ça n'était dans aucun des signes de reconnaissance de cette maladie, parce que simplement personne n'avait observé les malades. Nous, premier couple de malades qu'on a eu, on a vu qu'il y en a un qui s'est plaint spontanément de plus sentir les odeurs. Donc il fallait regarder les malades, et pour ça il fallait faire du diagnostic. 19. La deuxième chose, c'est que la fièvre est très élevée dans la grippe. Vous savez bien, la grippe, vous avez 40. Ce n'est pas un facteur déterminant ici. Vous pouvez avoir de la fièvre, mais pas nécessairement. Il y a beaucoup de gens qui ont des formes relativement graves et qui n'ont pas de fièvre. Donc vous ne pouvez pas vous baser non plus, vous voyez, toute la base au départ était sur le diagnostic, c'est les gens qui ont une fièvre très élevée et tout. Ce n'est pas des éléments spécifiquement et systématiquement associés à cette maladie, c'est plutôt relativement rare dans la proportion des gens qui ont cette maladie. Le troisième point, c'était le signe de gravité des pneumonies et de la grippe en particulier, c'est l'essoufflement. On voit que vous commencez à avoir des difficultés respiratoires quand vous commencez à être essoufflé. Ce n'est pas le cas non plus dans cette maladie. Très fréquemment, vous avez déjà des taux d'oxygène extrêmement bas dans le sang et vous n'êtes pas essoufflé. Quand vous commencez à avoir des difficultés à respirer, vous êtes pratiquement au stade de la réanimation. C'est ce qu'on a appelé l'hypoxie heureuse, qu'on a décrit. Tout ça sont des choses qu'on a décrites. Et enfin, ce qui était original à cette maladie, c'était les troubles de la coagulation. C'est-à-dire il y a les thromboses, il y a les thromboses veineuses, il y a les embolies pulmonaires. Une grande partie des problèmes pulmonaires étaient liés à des micro-embolies pulmonaires, c'est-à-dire des thromboses à cause de ces troubles de la coagulation qu'il faut détecter chez les malades, y compris ceux qui ont l'air d'être bien. Et parfois, nous, on a eu encore là l'occasion de voir quelqu'un qui avait une soixantaine d'années, une toute petite anomalie biologique, on l'a fait revenir pour faire un scanner, et il avait la moitié des poumons qui étaient atteints, qu'on a pu détecter simplement en regardant qu'il y avait un petit trouble de la coagulation. Ça s'appelle les dédimères. D'accord, qui était juste à 2 fois la normale, hein, pas une chose extrême. Donc, c'est une maladie très différente. Et donc, la première partie de la stratégie qui a été de dire, écoutez, voilà, c'est comme la grippe, et donc voilà les signes qui doivent amener à consulter, à appeler le SAMU, ceux qui témoignent de la grippe grave, n'étaient pas cohérents avec cette maladie, qui est une maladie nouvelle. Donc moi j'espère, peu importe le passé, le temps triera, j'espère qu'à l'avenir, on se souviendra de cette leçon qui est que les maladies nouvelles, il y a un premier stade qui est le stade de l'observation de la maladie pour essayer de comprendre comment ça se passe et prendre des mesures qui sont corrélées avec ça. Attention à la coagulation, attention à l'oxygène. Vous savez, quand on était premier à dire qu'il faut absolument acheter des saturomètres, c'est-à-dire qu'on puisse regarder à la maison, que tous les médecins généralistes puissent tester la saturation en oxygène. Et dès qu'elle est en dessous de 95, il faut les envoyer à l'hôpital. Je suis content que plusieurs semaines après, la haute autorité de santé lui a recommandé de vérifier la saturation d'oxygène parce que ça, c'est un signe de gravité.
Mais on ne pouvait pas le savoir avant d'observer les malades. On ne peut pas savoir ça dans un bureau. Il faut voir les malades pour pouvoir le savoir. Donc avec une prise en charge correcte, en principe, il ne devrait y avoir que des gens qui ont des facteurs de risque considérables et donc une espérance de vie faible qui devraient mourir de ça. Pour les autres, c'est seulement des cas exceptionnels. Nous, dans toute la série qu'on a, il n'y a que 2 personnes dont on ne comprenne pas pourquoi ils sont morts de cette maladie. Les autres avaient des polypathologies, des maladies qui faisaient que de toute manière leur espérance de vie était limitée. Merci beaucoup.